Bonjour et bienvenue sur Sobrecrate. Aujourd'hui, on poursuit notre lecture du discours sur l'ensemble du positivisme d'Auguste Comte avec la 5e partie consacrée à l'aptitude esthétique du positivisme. Et ici, le point de départ est très clair. Une société vraiment régénérée ne peut pas se contenter d'être scientifiquement cohérente, moralement ordonnée et socialement active. Il lui manque encore quelque chose de décisif, si elle néglige l'imagination, le beau, la poésie, les formes sensibles par lesquelles une civilisation ne se représente à elle-même ce qu'elle veut être. Après les philosophes, après les prolétaires, après les femmes, Comte introduit donc un 5e élément indispensable, l'art. Il faut bien voir le problème qu'il traite. Si l'on a déjà la doctrine, si l'on a déjà les forces sociales, si l'on a déjà le principe affectif, pourquoi faudrait-il encore l'esthétique ? La réponse de Comte est que l'humanité ne vit pas seulement de vérité, de devoir et d'action. Elle vit aussi d'idéalisation. Elle a besoin d'images, de chants, de cérémonies, de récits, de formes, de rythmes, de symboles. Sans cela, même une société moralement supérieure risquerait d'être sèche, pénible ou sans enthousiasme. L'exemple le plus simple et sans doute le plus parlant est celui d'un ordre humain parfaitement réglé dans ses institutions, juste dans ses principes, efficace dans ses pratiques, mais privé de poésie, de musique, de fêtes, de représentations communes. Elle ne susciterait ni élévation intérieure, ni ferveur, ni goût sensible de la perfection. Pour Comte, ce serait une humanité incomplète. C'est pourquoi il affirme dès le début de cette partie que la raison ne doit pas seulement se subordonner aux sentiments pour aider à diriger l'activité, elle doit aussi stimuler l'imagination en la réglant. Toute la formule est là. L'imagination n'a pas à régner anarchiquement, elle n'a pas non plus à écraser par la raison, elle doit être soutenue, disciplinée, orientée. L'art devient ainsi une fonction propre de l'ordre humain, non un luxe, ni un simple divertissement. Il est ce par quoi une société donne une forme sensible à ce qu'elle admire, à ce qu'elle espère, à ce qu'elle veut aimer. Comte commence alors par répondre à une objection qu'il sait très forte. On accuse volontiers le positivisme d'être anti-esthétique. Pourquoi ? Parce qu'on le confond avec le moment étroitement scientifique de l'esprit positif, avec le monde des savants spécialisés du calcul, de l'analyse, de la dispersion, des recherches, de la froideur technique. Et il reconnaît d'ailleurs une part de vérité à cette objection. Mais seulement si l'on parle du préambule scientifique du positivisme, et non de son accomplissement complet. C'est là une distinction absolument essentielle dans cette 5e partie. L'esprit positif, dans sa phase préliminaire, a bien eu quelque chose de desséchant. Il a dû dissiper les illusions, séparer les objets, avancer par analyse, par spécialisation, par découpage rigoureux. Rien de plus au contraire, admet Comte, au plein épanouissement des beaux-arts, que cette phase de dispersion analytique. L'exemple le plus clair est celui de sa spécialité. Tant qu'un esprit demeure confiné dans des opérations techniques, à un domaine limité, à des procédures fragmentaires, il paraît naturellement peu favorable au beau. Il a besoin de découper, de distinguer, d'isoler. L'art, au contraire, cherche à unir, à synthétiser, à faire sentir des ensembles. Un savant purement spécialisé risque donc de sembler hostile à la poésie, à la musique ou à la peinture. Non parce que la science en elle-même les exclurait, mais parce qu'il vit encore dans un état préparatoire et partiel de l'esprit positif. Mais Comte renverse immédiatement ce diagnostic. Il soutient que l'esprit positif perd nécessairement ses vices primitifs lorsqu'il atteint son vrai terme, c'est-à-dire les études sociales et morales. Dès qu'il s'élève jusqu'à l'homme et à l'humanité, il cesse d'être seulement analytique. Il est forcé de redevenir synthétique, parce qu'il doit alors embrasser les pensées, les sentiments, les actions, les individus, les groupes, les sociétés, les époques. À ce niveau, la raison positive ne peut plus se permettre de mépriser l'imagination et l'affectivité. Elle doit les reconnaître comme des dimensions constitutives du réel humain. L'exemple qu'il a en tête est évident. On peut encore faire de l'astronomie ou de la physique en laissant de côté les impressions affectives ou esthétiques. On ne peut pas penser sérieusement la société humaine en prétendant ignorer la mémoire, les symboles, les passions, les représentations collectives, les formes sensibles de l'idéal. Parvenu à la sociologie, le positivisme ne peut plus donc rester sec, sans se trahir lui-même. C'est ici que Comte énonce l'un de ses principes les plus importants.
L'art dépend du sentiment plus encore que de la pensée. Cela veut dire que la source profonde de la création esthétique n'est pas l'intelligence abstraite, mais la vie affective. On ne crée pas vraiment à partir d'un pur raisonnement, on crée à partir de ce qu'on a ressenti instantanément, de ce qu'on a aimé, souffert, admiré, espéré. La pensée peut ensuite organiser, ordonner, donner forme, mais elle ne produit pas seule la puissance esthétique. C'est pourquoi une doctrine qui restaure la prépondérance du cœur devient nécessairement favorable à l'art. L'exemple des femmes dans la logique de Kant est ici central. Puisque les femmes incarnent le plus directement le principe affectif, elles sont aussi naturellement les mieux disposées à inspirer le beau et à le goûter. Cela ne veut pas dire seulement qu'elles auraient plus de sensibilité au sens faible du terme. Cela veut dire qu'une société qui relève moralement de la fonction féminine, qui réaffermit la famille, qui subordonne davantage la raison à l'amour, devient en même temps une société plus esthétique. Les conditions morales du beau et les conditions affectives de la sociabilité coïncident largement. Kant passe alors à une définition plus précise de l'art. Pour lui, l'art consiste à représenter idéalement ce qui existe, afin de cultiver en nous le sentiment de la perfection. La formule est très dense. Elle signifie d'abord que l'art ne doit pas être compris comme copie servile du réel. Une reproduction mécanique n'est pas encore une œuvre, mais elle signifie aussi que l'art ne doit pas être une invention arbitraire détachée du monde. Il ne s'agit ni de reproduire platement, ni de fantasmer sans mesure. L'art véritable part du réel, puis le transforme en dégageant ses traits les plus significatifs, les plus expressifs, les plus élevés. Il idéalise. L'exemple du portrait ou du caractère dramatique permet de comprendre ce que veut dire cette idéalisation. Un grand portraitiste ne reproduit pas indifféremment tous les détails visibles d'un visage. Il choisit, accentue, ordonne ce qui exprime le mieux le caractère d'une personne. De même, un dramaturge ne recopie pas la vie ordinaire dans toute sa confusion. Il en dégage des types, des lignes de force, des tensions plus pures. L'œuvre devient alors plus vraie que la simple apparence immédiate. Non parce qu'elle serait plus exacte matériellement, mais parce qu'elle révèle plus profondément ce qui mérite d'être senti et compris. À partir de là, Kant assigne à l'art une place très précise entre science et politique. C'est un point majeur de cette 5e partie. La science reconnaît le réel. La politique agit sur lui. L'art, lui, se situe entre les deux. Il prépare le passage de la connaissance à l'action en donnant aux vérités et aux idéaux une forme sensible, aimable, vivante. Il ne commande pas directement, mais il rend désirable certaines manières de vivre. Il ne gouverne pas, mais il dispose les âmes à aimer ce qui devrait les gouverner. L'exemple des utopies sociales est ici très éclairant. Avant qu'une société nouvelle puisse être réalisée politiquement, il faut souvent qu'elle ait imaginé, rêvé, représenté. Il faut qu'elle soit devenue visible dans des récits, des fêtes, des tableaux, des drames, des chants, avant même de prendre corps avec des institutions. Dans des institutions. De la même manière qu'un architecte ne construit pas sans image intérieure de l'édifice, une société ne se réorganise pas sans forme poétique de son avenir. L'art sert donc à préparer affectivement et symboliquement ce que la science fonde intellectuellement et ce que la politique essaiera d'accomplir pratiquement. Mais cette fonction de médiation ne doit pas être confondue avec une fonction de gouvernement. Et c'est ici que Kant lance une critique très nette contre certaines prétentions modernes de l'art. Il refuse radicalement l'idée que les poètes, les artistes ou les littérateurs pourraient devenir les directeurs directs de la société. Selon lui, l'art se dénature dès qu'il prétend gouverner. Parce qu'idéaliser n'est pas commander, l'imagination a pour tâche d'élever, d'adoucir, d'inspirer, de donner forme aux aspirations. Elle n'est pas faite pour administrer, décider, arbitrer, matériellement. L'exemple des poètes engagés dans la politique contemporaine lui sert de contre-modèle. Il pense à tous ces écrivains ou artistes qui, après avoir contribué à la critique du vieux monde, ont cru qu'il était désormais appelé à régner sur le nouveau monde. Pour Kant, cela ne peut produire qu'une confusion dangereuse. L'art quitte alors son domaine naturel pour se jeter dans l'agitation du pouvoir. Et la société se livre au caprice, à l'exaltation, à la mise en scène, au lieu de trouver son ordre. L'artiste peut préparer les âmes, mais il ne doit pas prétendre gouverner les hommes. Cette critique se prolonge par une analyse historique de la décadence de l'art moderne. Kant cherche à comprendre pourquoi, depuis la fin du Moyen-Âge, l'art semble avoir perdu son centre. Sa réponse est que l'art prétend
Sa réponse est que l'art dépend toujours d'un certain état moral et spirituel de la société. Dans l'Antiquité, il pouvait appuyer ses croyances partagées et des formes de vie relativement stables. Au Moyen-Âge, il trouvait encore une matière puissante dans la religion, la chevalerie, les rapports sociaux symboliquement ordonnés. Mais la modernité a détruit ces cadres, sans encore construire un ordre nouveau. L'art s'est donc trouvé privé de sol commun. L'exemple du classicisme moderne est ici particulièrement parlant. Faute de trouver dans la société présente des types pleinement idéalisables, les modernes ont dû retourner vers l'Antiquité grecque et romaine. Ils y ont trouvé des formes plus arrêtées, des caractères plus nets, des figures plus héroïques, des mœurs plus immédiatement représentables. Cela a produit de grands chefs-d'œuvre. Certes, mais cela révèle aussi le malaise propre à l'art moderne. Il doit puiser hors de lui-même sa matière la plus haute, parce que son propre monde lui apparaît encore trop désordonné, trop instable, trop déchiré pour fournir spontanément une grande poésie commune. C'est dans ce cadre que Comte propose une hiérarchie des arts. Et ici encore, sa théorie est très systématique. Il place la poésie au premier rang, parce qu'elle est l'art le plus général, celui qui dépend le moins des procédés techniques particuliers et qui embrasse le plus largement possible l'ensemble de l'existence humaine. La poésie, la musique vient ensuite, puis les arts visuels, avec la peinture, la sculpture et enfin l'architecture. La raison de cette hiérarchie est simple. Plus un art peut représenter à la fois les sentiments, les pensées, les actions, les individus, les familles, les peuples et l'histoire, plus il est élevé. L'exemple de la poésie comparée à la peinture ou à la musique illustre très bien sa thèse. La peinture peut fixer admirablement bien les formes visibles. La musique peut exprimer de manière incomparable certains états affectifs. Mais seule la poésie peut faire vivre tout ensemble un caractère, une action, une époque, une passion ou une société, ainsi qu'une destinée historique. Elle est donc chez Comte l'art souverain, celui qui peut le mieux servir la destinée humaine. Mais Comte refuse de conclure de la grandeur passée des arts que leur âge d'or serait derrière nous. C'est l'un des renversements les plus importants de cette cinquième partie. Il soutient qu'aucune époque jusqu'ici donnait à l'art toutes ces conditions à la fois. L'Antiquité avait des croyances puissantes, mais un ordre social encore incomplet. Le Moyen-Âge possédait des mœurs plus profondes et plus affectives, mais des doctrines encore insuffisantes. La modernité a gagné en conscience historique, mais elle a perdu l'unité morale nécessaire à une grande esthétique. Il ne faut donc pas dire que l'art est condamné au déclin, il faut dire qu'il n'a pas encore connu son âge définitif. L'exemple de Dante ou de Corneille est ici très significatif. Leur grandeur vient précisément du fait qu'ils écrivent à des moments de tension historique, de passage, de conflit entre des mondes qui se défont et d'autres qui cherchent à naître. Leurs œuvres sont immenses, mais elles portent en elles-mêmes la marque d'un monde encore inachevé. Le positivisme, lui, prétend offrir enfin à l'art un horizon plus complet, parce qu'il réconcilierait la conscience historique, l'unité morale et la compréhension rationnelle de l'humanité. C'est pourquoi Comte affirme que le positivisme ouvre à l'art un domaine immense, l'histoire entière de l'humanité. Voilà l'une des thèses les plus fortes. Une fois que la philosophie positive a montré la difficulté et la continuité des phases de l'évolution humaine, la poésie peut ressaisir le passé tout entier comme matière légitime. Elle n'a plus besoin de juger les anciens mondes du dehors, au nom d'un absolu théologique ou métaphysique. Elle peut les comprendre de l'intérieur comme moment nécessaire du développement humain. L'exemple du monde fétichiste, polythéiste ou médiéval est ici très éclairant. Un poète chrétien ou métaphysicien reste toujours tenté de condamner ou de caricaturer ces époques, parce qu'il les regarde à partir d'une vérité absolue censée leur être extérieure. Le poète positiviste, au contraire, pourra les faire revivre en comprenant leur rôle propre, leur grandeur relative, leur nécessité historique. Dès lors, l'histoire entière devient une réserve immense de types, de situations, de caractères, de formes de vie, de conflits et de symboles. L'érudition historique se transforme en poésie du possible. Mais l'art ne doit pas seulement ressusciter le passé, il doit aussi préparer l'avenir. C'est ici qu'intervient la notion d'utopie positive. Comte ne rejette pas les utopies en bloc, il rejette les utopies sans base réelle, celles qui prennent leur fantaisie pour des programmes politiques immédiats. Mais il reconnaît une fonction légitime à l'anticipation imaginative lorsqu'elle est réglée par la connaissance des lois sociales. L'art peut alors donner une image désirable de l'ordre futur.
L'exemple de la fête, du poème ou du drame représentant une société réconciliée, est très parlant. Une œuvre qui mettrait en scène l'éducation positive, la dignité nouvelle des femmes, l'alliance du peuple et des philosophes, l'unité morale de l'Occident ne ferait encore pas de la politique en elle-même, mais elle préparerait les cœurs à aimer ce que la politique devra un jour construire. L'utopie cesse ainsi d'être une chimère politique pour devenir une fonction esthétique. Elle rend l'avenir sensible avant qu'il soit réel. Cette importance de l'art se retrouve naturellement dans la question de l'éducation. Comte va jusqu'à soutenir que l'éducation positive devra profondément être esthétique. Et c'est ici un point extrêmement intéressant. Il pense que la formation ne doit pas commencer par la science, mais par le beau. Pourquoi ? Parce que l'art initie d'abord l'esprit à l'ensemble, à l'harmonie, à l'expression, à l'unité sensible. La science viendra ensuite systématiser ce que l'art a déjà éveillé. L'exemple de l'éducation classique moderne lui sert ici de contrepoint. À ses yeux, elle produit souvent un formalisme desséché, une admiration scolaire des œuvres sans vraie vie intérieure. Une éducation positiviste, au contraire, ferait de la poésie, de la musique, du langage, de la beauté, des moyens vivants pour former à la fois le cœur et l'intelligence. Le beau n'y serait pas un supplément cultivé, il serait l'une des premières voies d'accès à l'humanité. Comte s'interroge enfin sur les organes de cet art nouveau. Et là encore, il refuse qu'il reste l'affaire d'une caste esthétique séparée. L'éducation générale devant devenir profondément esthétique. Les fonctions poétiques pourront être assumées selon les domaines par les philosophes, les femmes et les prolétaires eux-mêmes. Les philosophes seront aptes aux grands sujets historiques et publics, les femmes à l'expression de la vie intime, affective et domestique, les prolétaires aux formes les plus directes, les plus énergiques et les plus populaires du sentiment. L'exemple de la poésie privée est ici révélateur. Comte pense que les femmes pourraient y exceller bien davantage, parce qu'elles sont plus spontanément proches du sentiment. A l'inverse, les philosophes seraient mieux disposés pour les grandes synthèses épiques et historiques. On voit ainsi que dans sa pensée, l'art n'est pas marginal, il s'intègre à la division générale des fonctions morales du nouvel ordre. La fin de la 5e partie donne alors à l'esthétique une portée encore plus haute. Comte affirme que l'art dirigé par le sentiment devient la principale base de l'éducation universelle. La science n'intervient ensuite que pour en fournir la systématisation objective. L'exemple est très important. La science a pu longtemps vivre sous le régime analytique en séparant, en découpant ou en démontrant. L'art même dans ses formes les plus troublées tend toujours à construire. Mais quand il prétend détruire, il construit encore quelque chose. Cette puissance constructive du beau prépare donc les esprits à mieux construire ensuite dans l'ordre plus difficile de la réalité. On comprend alors pourquoi Comte exige tant du philosophe positif. Il ne suffira pas qu'il soit savant, logique, moralement discipliné. Il devra sentir profondément tous les beaux-arts, et certains d'entre eux devront même pouvoir s'élever dans des moments de grâce jusqu'à l'activité poétique elle-même. Sans cela, ils n'obtiendraient jamais cet ascendant moral libre que réclame leur fonction. Le prêtre de l'humanité ne sera supérieur au prêtre de Dieu, dit en substance Comte, que si sa raison systématique se combine avec l'enthousiasme du poète, avec la sympathie féminine et avec l'énergie prolétaire. Toute sa vision de la synthèse humaine est là. Le vrai guide spirituel devra réunir en lui la science, l'amour, l'imagination et la force morale. Au fond, tout ceci nous montre que le positivisme tel que Comte l'entend à ce moment-là ne veut laisser aucun domaine de côté. Il ne veut pas seulement réorganiser les sciences, la morale, la politique et la religion. Il veut aussi redonner à l'art sa destination la plus haute. Le beau n'est pas un luxe, il est l'un des moyens essentiels par lesquels une civilisation apprend à se sentir elle-même, à se représenter ce qu'elle aime et à rendre désirable son propre avenir. C'est pourquoi l'art, dans cette doctrine, n'est ni simple ornement, ni un pouvoir concurrent du politique, il est la médiation sensible entre le bien et l'action.